Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous emmène dans un récit qui se déroule en 2021 dans la petite ville portuaire nommée Port Nelson, située au nord de la province du Manitoba, au Canada. Il s'agit d'un endroit relativement moderne, mais isolé, célèbre pour ses hivers interminables et sa communauté soudée, où tout le monde se connaît de près ou de loin. L'affaire qui nous intéresse débute lorsqu'une femme de 35 ans, nommée Vanessa Lewis, part subitement en voyage avec son nouveau compagnon, Dwayne Reeves, abandonnant derrière elle ses 3 enfants. Très vite, ce qui n'apparaissait d'abord que comme une simple escapade romantique se transforme en un cas de disparition troublant, soulevant des interrogations lourdes de sens sur les raisons de cet acte et sur le plan qui s'esquisse derrière ce départ. Avant que je ne vous en dise davantage, j'aimerais vous demander de m'accorder un petit like et de vous abonner si mon contenu vous plaît. Vanessa Lewis avait toujours paru incarner l'image d'une mère aimante et dynamique aux yeux de la communauté de Port Nelson. De taille plutôt menue, avec de longs cheveux brun châtain et des yeux verts qui illuminaient son visage, elle dégageait une énergie vive, parfois presque fébrile, visant à prouver qu'elle pouvait gérer 1000 choses à la fois. Sur sa main gauche, un tatouage en forme d'hirondelle rappelait les rêves d'évasion qu'elle nourrissait depuis l'adolescence. Mère de 3 enfants, l'aînée avait 12 ans, la cadette 8 et le plus jeune, 5. Elle vivait essentiellement de petits boulots et de quelques allocations qui lui permettaient d'assurer un toit et de quoi manger à sa petite famille. On la décrivait comme affectueuse, protectrice à l'excès, mais aussi encline à l'impatience lorsqu'elle traversait une période de stress. Ces dernières années, le stress ne lui manquait pas. Responsabilités financières, conflits familiaux et surtout une solitude qu'elle disait pesante, bien qu'elle n'abordât jamais le sujet en public. Nombreux étaient les voisins qui la voyaient se démener pour concilier son travail, l'éducation des enfants et la volonté de conserver un semblant de vie sociale. Sur le plan privé, Vanessa entretenait une relation ambiguë avec certains membres de sa famille, notamment avec sa tante. Cette parente, plus âgée, vivait dans une maison voisine depuis longtemps. Les 2 femmes ne s'entendaient pas particulièrement. Leur communication restait sporadique, souvent marquée par des critiques à peine voilées. Vanessa évoquait parfois un passé compliqué, des reproches auxquels elle ne voulait plus faire face. À ses yeux, sa tante était une présence jugée envahissante, parfois même manipulatrice. Malgré tout, lorsqu'elle faisait appel à elle pour garder ses enfants quelques heures, la tante répondait presque toujours présente. Elle le faisait cependant à contre-cœur, arguant qu'elle ne recevait jamais de remerciements en retour. Dans cette routine agitée, la mère de famille parvenait néanmoins à maintenir l'image d'un foyer, sinon harmonieux, du moins solide, surtout aux yeux de la communauté. À l'époque, Vanessa exerçait divers petits emplois. Tantôt vendeuse dans une boutique de souvenirs, tantôt serveuse saisonnière dans un restaurant du front de mer, elle accumulait ses postes pour boucler ses fins de mois. Outre ses besoins financiers, elle nourrissait depuis longtemps l'envie de transformer sa vie, de la faire bifurquer vers plus de luxe et moins de fatigue quotidienne. Mais personne n'imaginait qu'un beau jour, cette aspiration se concrétiserait d'une façon aussi soudaine et radicale. Dans ses relations amicales, on lui connaissait un cercle relativement restreint de confidentes, composé pour la plupart d'autres mères de famille. Elles se retrouvaient à l'occasion pour des dîners communautaires ou de petites soirées dans les salles associatives de Port Nelson. Là, elles échangeaient sur les problèmes d'éducation, les défis financiers et la difficulté de vivre dans un lieu si isolé. De ses amis, Vanessa recueillait parfois la sympathie, parfois la lassitude lorsqu'elle se plaignait de son quotidien un peu trop bruyamment. Pourtant, à ses yeux, aucune ne semblait saisir à quel point elle rêvait d'évasion et d'un renouveau.
Dans cette vie déjà complexe, l'apparition d'un homme, Dwayne Reeves, vint bouleverser la routine de façon inattendue. Plus âgé que Vanessa, il imposait sa présence par sa grande taille, sa silhouette élancée, ses cheveux poivre et sel et ce léger sourire énigmatique. Parfois, il portait un manteau élégant, ce qui contrastait avec les tenues plus modestes de la plupart des habitants de Port Nelson. Selon ses dires, il travaillait pour une entreprise de construction et voyageait souvent à travers la province. Cette distance géographique semblait, dès le début, animer la flamme chez Vanessa. Elle voyait en lui la promesse d'un horizon plus large, d'une porte de sortie vers un monde moins étriqué. Très vite, tout le monde remarqua la légèreté nouvelle de la mère de famille, sa façon de se maquiller davantage, de porter des vêtements plus colorés et de multiplier les sorties nocturnes avec cet homme dont on ne savait finalement que peu de choses. Les enfants de Vanessa, eux, n'avaient pas le choix. L'aîné tentait de s'occuper de ses cadets, prenant parfois sur elle pour préparer le dîner en l'absence de leur mère, ou pour calmer les chamailleries du plus jeune qui refusait de se coucher. La cadette, dotée d'une sensibilité à fleur de peau, ressentait l'agitation grandissante de leur foyer sans vraiment la comprendre. Quant au plus jeune, il semblait souvent se réfugier dans un monde imaginaire où les soucis s'évanouissaient derrière ses jeux. Les disputes entre Vanessa et sa tante concernaient aussi la nouvelle relation de la jeune femme. La parente se plaignait qu'on lui imposait de plus en plus la garde des enfants sans compensation financière, tandis que Vanessa l'accusait de moraliser à tout va, empêchant la moindre liberté. Pour l'entourage, ce n'était qu'une tension de plus, dans un foyer déjà soumis à d'autres aléas. Malgré les remarques, Vanessa poursuivit sa relation avec Dwayne, défendant l'idée qu'il n'était pas un aventurier irresponsable, mais au contraire, un homme stable, prêt à l'aimer sincèrement. La tournure dramatique des événements commença véritablement un matin de décembre 2021, alors que Port Nelson baignait dans l'aube glaciale et la lumière pâle de l'hiver. La tante, venue comme d'habitude pour emmener les enfants à l'école, trouva la maison dans un état de désordre inhabituel. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Un sac de voyage gisait près du canapé. Plusieurs chaises étaient renversées. Les enfants attendaient, un peu hagards, sans petit déjeuner, et la mère n'était nulle part en vue. Selon les dires de l'aîné, Vanessa leur avait annoncé à la hâte qu'elle devait partir pour Winnipeg avec Dwayne. Elle leur aurait promis de revenir très vite, sans préciser davantage. La tante, agacée par ce départ précipité, dont elle n'avait pas été informée, s'occupa comme elle pouvait des petits, tout en se demandant ce qu'il advenait de Vanessa. Elle envoya plusieurs messages sur le téléphone de sa nièce, restant sans réponse. À première vue, l'on pouvait supposer que la mère de famille ne prenait qu'une pause bien méritée, voire une escapade romantique, loin de l'atmosphère pesante de la maison. Mais très vite, les jours passant, aucune nouvelle ne vint confirmer cette hypothèse. Aucun coup de fil, pas le moindre texto, pas même un message sur les réseaux sociaux. La tante commença à alerter des voisins, cherchant à savoir si quelqu'un aurait aperçu Vanessa ou Dwayne. Personne n'avait la moindre information. Certains se demandaient même si la mère de famille n'avait pas eu un accident en chemin, surtout compte tenu des mauvaises conditions routières en hiver. D'autres, plus inquiets, se disaient qu'un homme comme Dwayne, finalement peu connu, pouvait très bien l'avoir entraîné dans un piège. Dans ces circonstances, la tante décida de signaler officiellement la disparition de Vanessa au poste de police local. Les enquêteurs, alertés par cette déclaration, dépêchèrent 2 agents pour interroger la tante et recueillir des éléments de base. Depuis quand Vanessa était-elle partie? Avait-elle laissé un mot, un message, indiqué un itinéraire précis? Était-elle sujette à des problèmes financiers ou psychologiques qui expliqueraient une fuite? Aux questions de la police, la tante avoua tout ignorer des motivations exactes de Vanessa.
Elle indiqua simplement que sa nièce devait soi-disant aller à Winnipeg, mais que la date de retour restait inconnue et que, surtout, la disparition de tout contact commençait à devenir alarmante. Les autorités notèrent également que la mère avait laissé derrière elle ses 3 enfants sans subvenir à leurs besoins, ce qui, dans le Code pénal canadien, constituait déjà un motif de préoccupation concernant l'abandon d'enfants. Aussitôt, la police prit contact avec les services sociaux afin de s'assurer que les enfants soient semi-correctement pris en charge et ouvrit un dossier pour disparition et abandon. En inspectant la maison de Vanessa, les agents découvrirent quelques indices portant sur la nature de son départ. Le sac de voyage retrouvé ne contenait que des vêtements d'hiver, un portefeuille vide et quelques objets de toilette. Il n'y avait aucun passeport dans la maison, ni de billets d'avion abandonnés, ni de messages écrits. En fouillant les relevés bancaires, ils remarquèrent que Vanessa avait retiré quasiment tout son argent, soit près de 20 000 $ canadiens, la veille de sa disparition. Cette somme représentait un mystère. Comment avait-elle pu économiser autant d'argent tout en menant une vie aussi modeste? Était-ce un prêt, un héritage ou un coup monté? L'hypothèse qu'on commençait à chuchoter était l'existence d'un plan plus vaste, peut-être lié à Dwayne, dont on ne connaissait pas encore les antécédents. À ce stade, l'enquête se concentra simultanément sur la localisation de Vanessa et de Dwayne, ainsi que sur la protection des enfants. Les autorités confièrent ces derniers à la tante, qui les hébergea désormais temporairement, en attendant des mesures plus durables. Pendant ce temps, le poste de police de Port Nelson, qui n'avait pas l'habitude de gérer de grosses affaires criminelles, fit appel à un enquêteur plus expérimenté, transféré depuis Winnipeg pour prêter main forte. Ce détective principal, un homme dans la quarantaine avancée, réputé pour son esprit méthodique et sa capacité à flairer les anomalies, prit très vite conscience que quelque chose n'était pas normal dans cette disparition. Il procéda à des vérifications sur le passé de Dwayne Reeves. Il découvrit plusieurs mentions de crimes mineurs, notamment des vols, une suspicion de fraude et des rumeurs d'attitude violente avec une ancienne compagne. De quoi orienter les soupçons vers ce compagnon mystérieux. Cependant, l'attention de l'enquêteur se porta également sur Vanessa elle-même, dont la personnalité laissait entrevoir qu'elle n'était peut-être pas seulement la victime de l'emprise d'un homme. La tante raconta aux policiers que, depuis quelques mois, la mère de famille passait beaucoup de temps sur Internet, notamment sur des sites de paris en ligne, ou en tout cas sur des forums où l'on discutait de manière de changer de vie rapidement. Un voisin rapporta avoir aperçu, à plusieurs reprises, Vanessa et Dwayne parler à voix basse de « business juteux » et de plans de « nouveau départ ». Tout cela ne concordait pas avec le portrait d'une femme simplement contrainte par un malfaiteur. L'hypothèse grandissante, du moins parmi les enquêteurs, était celle d'une fuite organisée. On chercha donc à déterminer si Vanessa et Dwayne s'étaient volatilisés ensemble dans l'intention de ne plus revenir. Mais alors, pourquoi? Et comment? Les premiers grands développements surgirent lorsque l'aînée, âgée de 12 ans, fouilla dans l'ordinateur familial. Elle tomba par hasard sur une conversation enregistrée que Vanessa avait eue avec un tiers inconnu sur un réseau social. Dans ces échanges, la mère disait vouloir accumuler de l'argent rapidement grâce à des méthodes non officielles et mentionnait la possibilité de quitter Port Nelson pour de bon. Il y était question de ne rien laisser derrière soi, ainsi que d'un projet d'avenir dans lequel Vanessa exprimait vouloir tout reprendre à zéro. L'enfant transmit ces informations à la tante, qui à son tour les communiqua aux enquêteurs. L'examen de ces messages révéla que Vanessa n'agissait pas sur un coup de tête, mais qu'elle semblait préparer son départ depuis plusieurs mois. On y lisait également des allusions à un complice potentiel, souvent désigné par des initiales qui ne correspondaient pas tout à fait à Dwayne Reeves. S'agissait-il d'un individu supplémentaire
ou d'un pseudonyme utilisé pour ne pas se trahir? Les enquêteurs entamèrent alors des recherches plus étendues. Le détective principal et son collègue procédèrent à des auditions de voisins. Certains dépeignaient Vanessa comme une mère dévouée malgré ses difficultés. D'autres la qualifièrent de personne instable, rêvant constamment de partir. Une employée d'une boutique locale raconta, sous couvert d'anonymat, que Vanessa l'avait questionnée quelques semaines plus tôt sur les moyens de se procurer de faux documents d'identité. L'employé n'avait pas pris la demande au sérieux, pensant à une simple plaisanterie. Pourtant, cet élément troublant rejoignait l'idée que la mère de famille avait pu se procurer de fausses pièces avant son départ. Dans la foulée, les policiers tentèrent de retracer le parcours de Dwayne. Ils constatèrent qu'il possédait un petit appartement à Winnipeg, sur lequel pesait une hypothèque ancienne. Ils découvrirent par ailleurs qu'il n'y vivait plus officiellement depuis plusieurs semaines, bien qu'on y ait remarqué, au cours de la dernière année, de nombreux allers-retours, notamment avec une femme qui pourrait correspondre au signalement de Vanessa. L'impression générale était que ces deux individus préparaient quelque chose d'important. Pourtant, aucune plainte n'avait été déposée contre eux, et il n'y avait pas de signalement direct indiquant un enlèvement. Le dossier demeurait donc assez flou d'un point de vue légal. Les 3 enfants restaient, en tout cas, privés de leur mère, et la tante s'épuisait dans les méandres administratifs pour obtenir des aides dans l'attente d'un contact ou d'un retour. La police continuait de creuser chaque piste. Ils interrogeaient aussi des amis virtuels de Vanessa sur les réseaux sociaux, des commerçants susceptibles de les avoir aperçus, et consultaient des caméras de surveillance à la sortie de Port Nelson. Enfin, un enregistrement vidéo finit par parvenir aux enquêteurs. On y voyait une voiture quittant la station-service de la commune durant la soirée même où Vanessa et Dwayne avaient disparu. L'image n'était pas très claire, mais la silhouette d'une femme avec une longue chevelure brune semblait correspondre à la mère de famille. À ses côtés, un homme grand, portant un manteau gris, correspondait au compagnon. Cette vidéo les montrait prenant la route en direction du nord, et non de Winnipeg comme on l'avait initialement cru. Pourquoi aller dans une zone encore plus isolée au cœur de l'hiver? L'étape suivante fut d'éplucher les relevés de carte bancaire de Vanessa. Le dernier paiement réalisé par sa carte remontait à 2 jours après son départ, dans un petit commerce d'un village situé à des centaines de kilomètres au nord de Port Nelson. Cela démentait de plus en plus l'idée qu'elle se rendait à Winnipeg. Le détective principal se demanda si le couple n'avait pas décidé de se cacher volontairement, loin de la circulation, afin de préparer une suite à leur plan. Les 20 000 $ de Vanessa, cumulés à l'argent que Dwayne avait peut-être mis de côté, leur permettaient d'envisager de vivre quelques mois sans travailler, loin du regard de la société. Les enquêteurs contactèrent alors la Gendarmerie royale du Canada pour élargir la recherche, demander des hélicoptères pour survoler des zones peu habitées et fouiller les registres des hôtels et campings isolés. Pourtant, aucune piste concrète n'émergeait. Personne n'avait véritablement reconnu ce couple. Pendant ce temps, la perspective d'un dénouement tragique n'était pas exclue. Certes, tout laissait supposer une fuite calculée, mais il existait la possibilité d'un accident en zone reculée. L'hypothèse criminelle d'un homicide n'était pas non plus écartée. Par exemple, si Dwayne avait eu l'intention de s'emparer de l'argent de Vanessa, il aurait pu se débarrasser d'elle. Dans cette affaire, le spectre des motivations demeurait large. Dans les semaines qui suivirent, la tante décrivit à plusieurs reprises l'inquiétude et la tristesse des enfants. L'aînée se culpabilisait de ne pas avoir su percevoir les indices de ce départ, tandis que la cadette se réveillait la nuit en pleurant, regrettant l'absence de sa mère. Le plus jeune, lui, semblait dans un état de confusion constant, ne comprenant pas pourquoi les choses avaient changé. Les services sociaux finirent par recommander que les enfants soient confiés provisoirement à un foyer spécialisé, craignant que la tante,
déjà âgés et psychologiquement éprouvés, ne puissent subvenir à leurs besoins. Cette situation, à elle seule, donnait à l'histoire une coloration dramatique. 3 enfants, laissés pour compte, suspendus à l'espoir d'un retour maternel. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, plusieurs suspects secondaires commencèrent à émerger, ou du moins à susciter l'intérêt de la police. Il s'agissait de quelques individus que Vanessa fréquentait par le biais des forums de jeux d'argent en ligne. Parmi eux, un internaute prétendant posséder des contacts pour blanchir de l'argent ou pour voyager sous une fausse identité. Par ailleurs, un collègue de Dwayne, dans le milieu de la construction, avait signalé, sous couvert d'anonymat, qu'il voyait souvent des affaires louches dans le camion de ce dernier, des boîtes remplies de documents ou d'objets de valeur, sans lien apparent avec son travail. Toutes ces personnes furent brièvement interrogées, mais la police ne parvint pas à établir une complicité directe. On soupçonnait néanmoins que l'un d'entre eux eût facilité la falsification de documents pour permettre au couple de disparaître. Malgré tout, l'affaire stagnait, faute de preuves solides. Puis survint l'élément qui renversa complètement la perception du dossier. En fouillant l'appartement de Dwayne, les enquêteurs mirent la main sur un carnet. Dans ce carnet, on trouvait des notes très précises sur les différentes sommes que le couple cherchait à réunir, avec des mentions comme « investissement », suivies de signes ésotériques et des annotations évoquant l'achat de passeports contrefaits. À côté, ils découvrirent un petit coffre-fort camouflé dans un des murs. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils tombèrent sur plusieurs documents frauduleux, 2 passeports, l'un au nom de Dwayne, mais sous un pseudonyme, l'autre au nom de Vanessa, lui aussi sous un nom fictif. On y trouva également 2 billets d'avion pour l'Amérique du Sud, vraisemblablement utilisables dans un délai de 3 mois, depuis Toronto. Ces découvertes changeaient radicalement la donne. Loin d'être une victime, Vanessa semblait avoir activement participé à la préparation de ce départ illicite. Les enquêteurs comprirent que toute la stratégie policière, d'abord orientée vers la recherche d'une mère potentiellement en danger, devait se recentrer sur la traque de 2 fugitifs. Ce même jour, la tante fut informée des découvertes. En état de choc, elle exprima sa colère, reprochant à Vanessa d'avoir agi de la sorte, abandonnant ses responsabilités. Les habitants de Port Nelson se montrèrent partagés. Certains n'y voyaient qu'une preuve de l'égoïsme de Vanessa. D'autres pensaient qu'elle avait été manipulée par Dwayne ou qu'elle avait sombré dans un engrenage dont elle ne contrôlait plus les rouages. Mais pour la police, la priorité s'éclaircissait. Il fallait lancer un mandat d'arrêt contre Vanessa et Dwayne pour abandon d'enfants, association de malfaiteurs et usage de faux. Les autorités publièrent donc un avis de recherche nationale. Toutefois, les pistes se faisaient toujours rares et le vaste territoire canadien n'aidait pas à localiser un couple qui, manifestement, avait tout prévu pour brouiller les cartes. 1 mois après la disparition, on crut tenir une avancée majeure. Un ranger signala avoir aperçu un homme et une femme, correspondant au signalement, dans une zone isolée non loin du lac Northern Lights, un endroit difficile d'accès, recouvert de forêts et de sentiers enneigés. Il expliqua que ces 2 individus se déplaçaient à bord d'un véhicule tout-terrain et qu'il les avait entendus discuter de la nécessité de tout laisser derrière soi. Informée, la police s'empressa de dépêcher une unité sur place, tentant de localiser un chalet ou une cabane potentielle où ils auraient pu se cacher. Les recherches furent complexes, compte tenu de la rigueur du climat et des limites de visibilité dans la neige. Finalement, après quelques jours d'exploration, ils repérèrent un refuge rudimentaire, difficile d'accès, dont la porte semblait forcée de l'intérieur. Les enquêteurs y trouvèrent des restes de nourriture, des couvertures, des traces de pas, ainsi que des documents déchirés, dont des extraits renvoyant à des numéros de comptes bancaires. Tous les signes,
laissait penser que Vanessa et Dwayne s'y étaient installés temporairement avant de reprendre la route. Mais lorsqu'ils arrivèrent, le couple avait déjà disparu. Des traces de pneus menaient en direction d'un autre sentier inexploré. Le détective principal commença à s'alarmer. Plus les fugitifs gagnèrent du temps, plus il serait difficile de les attraper. Dans la foulée, on multiplia les barrages routiers aux abords des zones habitées du nord, mais sans succès. La pression policière s'intensifia alors, et on impliqua des médias régionaux pour diffuser les avis de recherche. On montra partout le visage de Vanessa, cette mère de famille à l'air avenant, qui s'était transformée en suspecte. L'opinion publique réagissait vivement. Nombre de commentateurs soulignaient l'irresponsabilité de son acte, l'abandon pur et simple de ses enfants. D'autres, plus indulgents, racontaient combien la vie pouvait sembler étouffante dans un endroit si isolé, surtout pour une femme portant la charge de famille sans soutien stable. Quoi qu'il en fût, le tourbillon médiatique mit encore plus de pression sur la tante, déjà affectée. Les enfants durent être temporairement placés dans un foyer plus équipé, la tante ne parvenant plus à gérer à la fois son propre choc émotionnel et les démarches administratives. Sur le plan légal, les ennuis s'accumulaient. Le procureur local, alerté par la police, prépara un dossier d'accusation à l'encontre de Vanessa et de Dwayne, dans le but de leur reprocher notamment abandon et mise en danger d'enfants, association de malfaiteurs et préparation d'un départ frauduleux via l'usage de faux passeports. Bien que la procédure soit encore en suspens, faute d'arrestation, le simple fait d'établir le dossier permettait de justifier l'émission d'un mandat national, voire de potentiels mandats internationaux, si des preuves solides émergeaient quant à leur volonté de quitter le pays. Le procureur considérait en effet que le couple pourrait, à tout moment, prendre l'avion depuis Toronto ou Vancouver, ou franchir la frontière américaine à un point peu surveillé. Pendant ce temps, l'avocat de la défense, qui aurait pu être commis d'office à Vanessa ou Dwayne si ceux-ci se présentaient, restait injoignable pour eux, ne sachant même pas où ils se trouvaient. De son côté, la tante essaya de s'entourer d'un conseil juridique pour pouvoir réclamer la garde définitive des enfants, cherchant à préserver une cellule familiale malgré l'abandon de Vanessa. L'affaire prit alors une tournure plus judiciaire lorsqu'un tribunal de la jeunesse fut saisi de la question de la garde. Dans le cadre de cette audience, plusieurs proches de Vanessa témoignèrent, expliquant que la mère de famille n'avait jamais fait part de ses velléités de disparition, mais qu'elle semblait constamment pressée par l'idée de changer de vie. Les enfants, représentés par un tuteur nommé par le tribunal, furent jugés trop jeunes pour être entendus directement, mais on tint compte de certains courriers écrits par l'aînée, où elle exprimait sa profonde tristesse face à la situation. C'est dans ce climat, mêlant frustration, incompréhension et compassion pour les enfants, que le juge décréta la mise sous tutelle temporaire. La tante fut autorisée à les voir, mais on considéra que le foyer spécialisé restait la solution la plus stable sur le moment, compte tenu de l'incertitude entourant l'avenir de Vanessa. Sur le front de l'enquête, la police reçut un appel anonyme qui vint alimenter les spéculations. Un habitant d'une autre commune, à mi-chemin entre Port Nelson et le lac Northern Lights, prétendit avoir surpris une conversation dans un bar, où un homme et une femme discutaient de déjouer la police et de conserver de l'argent pour un grand voyage. Cette description demeurait vague, mais correspondait au couple recherché. Selon ce témoignage, l'homme aurait mentionné avoir déjà préparé la sortie vers la frontière et un contact pour obtenir un itinéraire sûr. Les enquêteurs prirent cette piste au sérieux, mais elle ne menait qu'à une multitude de lieux potentiels où le couple aurait pu s'évanouir dans la nature. À chaque nouvel indice, on tombait sur un silence ou un vide, donnant l'impression que Vanessa et Dwayne avaient toujours une longueur d'avance. Malgré tout,
De nombreux experts en criminologie estimaient qu'il était difficile, à long terme, de subsister en pleine nature, même avec de l'argent, surtout pendant les mois hivernaux. Les théories se multipliaient. Certains pensaient qu'ils étaient déjà passés dans une grande ville comme Toronto ou Vancouver pour se fondre dans la foule. D'autres affirmaient qu'ils se cachaient dans une zone rurale, voire qu'ils avaient soudoyé quelqu'un pour les faire traverser la frontière américaine. L'enquête se retrouvait ainsi dans un état de tension permanente, avec pour seul élément tangible le forfait bancaire de Vanessa, les multiples fausses identités découvertes dans le coffre-fort et le chalet occupé un temps près du lac. Le détective principal, miné par cette impasse, poursuivait néanmoins la collecte de témoignages. Finalement, 3 mois après la disparition, l'affaire prit un second souffle lorsqu'un hacker, se présentant comme un citoyen concerné, contacta la police de Port Nelson. Cette personne expliqua avoir piraté l'un des comptes de Dwayne et avoir trouvé des références à un lieu de rendez-vous dans la région de la rivière Churchill, non loin de la côte de la baie Hudson. A priori, ce lieu était une cabane de pêcheurs abandonnée, éloignée de toute route pavée. Selon le hacker, le couple discutait d'y faire un dernier arrêt avant de se diriger vers le sud, laissant entendre qu'ils compteraient peut-être changer de véhicule ou rencontrer un intermédiaire. Bien sûr, ces informations, issues d'un piratage illégal, devaient être prises avec des pincettes et ne pouvaient pas être utilisées directement comme preuve devant un tribunal. Néanmoins, l'enquêteur considéra cette piste suffisamment sérieuse pour dépêcher une petite équipe à l'endroit indiqué. Les conditions étaient glaciales et les pistes menant à la cabane de pêcheurs quasi impraticables. Les agents durent faire appel à des motoneiges et des guides locaux pour circuler sur la banquise. Après des heures de recherche, ils repérèrent enfin la fameuse cabane. Les traces à proximité étaient non récentes, des pas dans la neige, des marques de pneus. Ils se tinrent prêts à procéder à une arrestation musclée si nécessaire. Pourtant, l'endroit était vide. À l'intérieur, quelques boîtes de conserves ouvertes, une lampe à gaz et un vieux matelas. Le couple s'était de nouveau volatilisé. On comprit, en voyant des cartouches de fusée de détresse, qu'ils avaient probablement été avertis de l'arrivée de la police, ou qu'ils se tenaient suffisamment en alerte pour déguerpir dès qu'ils voyaient un mouvement suspect. Ces nouvelles preuves confirmèrent que Vanessa n'était pas la victime impuissante d'un rapt, mais bien une actrice à part entière de ce scénario, fuyant délibérément avec Dwayne. La police tenta de mobiliser d'autres ressources, notamment un hélicoptère équipé d'une caméra thermique, mais la tempête de neige rendait les opérations aériennes trop périlleuses. Les enquêteurs se retrouvèrent à devoir abandonner la traque pour la reprendre quelques jours plus tard, quand la météo s'apaiserait. Entre-temps, un autre appel d'un village voisin parvint au poste de police. Un habitant y aurait aperçu un couple achetant des provisions en grande quantité avant de disparaître à nouveau. Chaque signalement suivait la même logique. On ne repérait le couple qu'au moment où il quittait un lieu. Toujours, il semblait avoir un temps d'avance. Dans ce climat de frustration, on envisagea à un moment l'aide d'équipes cynophiles, capables de remonter des pistes à l'odeur. Malheureusement, la neige effaçait trop rapidement toute trace. Les autorités locales contactèrent alors la Gendarmerie royale du Canada et demandèrent l'appui d'unités plus importantes, éventuellement un quadrillage exhaustif des routes. Mais le Canada demeure vaste et peu peuplé dans ces régions nordiques. Bloquer l'ensemble des accès relevait presque de l'impossible. Malgré l'ampleur des moyens déployés, la traque ne menait qu'à de multiples culs-de-sac. Du côté de la justice, le tribunal de la jeunesse confirma sa décision de placement prolongé des enfants, la tante restant autorisée à les voir régulièrement. Pendant ce temps,
le procureur de Port Nelson préparait un acte d'accusation suffisamment solide pour couvrir le large spectre des délits reprochés au couple. On y listait la fraude, la dissimulation d'identité, l'abandon de mineurs, et on y ajoutait désormais le soupçon de vol divers ou d'escroquerie associé aux activités de Dwayne. Le déroulement qui s'ensuivit donna lieu à la construction d'un véritable dossier judiciaire. On y détaillait la chronologie des événements, le départ de Vanessa, l'absence d'appel ou de contact, le transfert d'argent sur un compte étranger, la découverte de passeports contrefaits, les différents témoignages concordants et les multiples tentatives de la police pour les arrêter. L'objectif était clair. Si un jour le couple était mis la main dessus, le système judiciaire serait prêt à engager immédiatement des poursuites aux criminels. Néanmoins, pour aller au bout de ce processus, il fallait d'abord procéder à l'arrestation. Quand une affaire devient aussi médiatisée, la pression publique s'exacerbe. Certains habitants de Port Nelson commencèrent à critiquer la police, qu'ils jugeaient inefficace. Le détective principal, fatigué, dut multiplier les conférences de presse pour expliquer que tout était entrepris dans la limite des moyens disponibles et que l'hiver rendait la tâche complexe. Les autorités tentèrent aussi d'entretenir des liens avec les médias nationaux, dans l'espoir qu'une plus large diffusion du visage de Vanessa et de Dwayne inciterait des citoyens de tout le pays à se signaler s'ils les apercevaient. Mais la clandestinité du couple restait totale. Ni retrait bancaire, ni connexion Internet localisée, ni appel depuis un téléphone repéré. Cela laissait penser qu'il s'était organisé en amont pour disparaître, que Dwayne avait peut-être des contacts dans la contrebande. Le détective principal en vint à spéculer que le couple pouvait avoir trouvé refuge dans une de ces propriétés reculées qui appartiennent à des personnes peu scrupuleuses, parfois liées à de petits trafics. Toutes les démarches pour infiltrer ou surveiller ces cercles n'apportèrent pas de résultats probants. La tension grimpa d'un cran lorsque, 6 mois après la disparition initiale, on ne reçut plus le moindre signalement. Comme si Vanessa et Dwayne s'étaient complètement fondus dans la nature, ou bien avaient déjà quitté le Canada. Le juge en charge de l'affaire familiale officialisa alors le placement à long terme des enfants, estimant qu'il n'y avait plus de perspective réaliste d'un retour rapide de la mère. Cette décision fut accueillie par la tante avec une immense tristesse, bien qu'elle reconnût qu'elle ne pouvait plus elle-même s'occuper des 3 enfants seuls. Malgré cette impasse, la détermination du détective principal ne fléchit pas. Il sillonnait le terrain, reprenant le fil d'indices plus anciens, s'adressant notamment à certains contacts de Dwayne, qui ne s'étaient jamais montrés coopératifs. Peu après, un petit événement ralluma l'espoir. On détecta un appel bref à un service client d'une compagnie aérienne, en provenance d'un téléphone enregistré au nom de Dwayne. L'appel venait d'une localité proche de la frontière du Dakota du Nord, aux États-Unis. Lorsque la police s'y rendit pour enquêter, elle découvrit qu'il s'agissait d'un téléphone à carte prépayé, abandonné dans la poubelle d'une station-service. Personne ne sut si Dwayne l'avait lui-même utilisé ou si c'était une fausse piste. Quoi qu'il en fût, cela renforça l'idée que le couple essayait éventuellement de gagner les États-Unis. Les autorités américaines furent alertées, mais l'information arriva trop tard pour qu'on puisse établir un barrage efficace. Au bout de près d'1 an d'investigation, d'interrogation et d'opérations infructueuses, on en vint à la conclusion que Vanessa et Dwayne avaient réussi à se cacher ou à filer ailleurs, probablement avec l'argent, les faux papiers et l'aide de quelques complices. Les retombées sur la petite communauté de Port Nelson se révélèrent douloureuses. Un mélange de colère, de déception et d'incrédulité planait sur la population. Nombre de gens ressassaient le souvenir de cette mère, qui semblait si impliquée dans la vie quotidienne, pour découvrir soudain que tout n'était qu'apparence. D'autres éprouvaient de la compassion pour les enfants, victimes innocentes de cette histoire,
Du point de vue législatif, on organisa une nouvelle audience pour officialiser la protection des enfants, prévoyant des visites de la tante dans l'espoir de maintenir un lien familial. Les dossiers judiciaires s'empilèrent en attendant un éventuel jour où le couple referait surface. Le temps passait et l'affaire semblait entrer dans la catégorie des « cold cases », même si elle demeurait techniquement ouverte. Devant l'absence de résultats concrets, une rumeur circula. Vanessa et Dwayne auraient été aperçus de façon plus ou moins sûre dans différents endroits à travers le pays, voire en Europe ou en Amérique latine. Les réseaux sociaux furent envahis de spéculations, certains internautes affirmant avoir reconnu la mère de famille sur des clichés de caméras de sécurité dans un aéroport européen, d'autres prétendant avoir reçu des confidences. La police évalua ces rumeurs et les classa la plupart du temps comme non fondées. Pourtant, l'incertitude persistait. Ce cas, qui avait débuté comme une disparition inquiétante, s'était métamorphosé en une rocambolesque cavale. Sur le plan humain, la conclusion restait amère. 3 enfants se retrouvaient orphelins de fait, leur mère n'ayant plus donné signe de vie, hormis les bribes de conversations découvertes dans son ordinateur et dans l'appartement de Dwayne. Durant le temps qui suivit, la justice canadienne mena tout de même un procès par contumace pour statuer sur la responsabilité de Vanessa et Dwayne dans l'abandon des enfants. Cela permet de prononcer un verdict par défaut, établissant leur culpabilité dans l'intention de nuire au bien-être de leur progéniture et dans l'usage de faux documents. Les 2 furent condamnés, en leur absence, à des peines de prison ferme, dont l'exécution restait théorique tant qu'ils n'étaient pas arrêtés. Le juge estima que la mère, ayant retiré l'intégralité de ses économies et pris la fuite, avait démontré une volonté délibérée de priver ses enfants de soutien moral et financier. Pour sa part, Dwayne était considéré comme un complice majeur dans la mesure où c'était lui qui semblait avoir orchestré l'achat ou la fabrication de faux passeports. En l'absence du couple, ce procès demeurait donc symbolique, mais il eut pour effet d'acter définitivement l'irrémédiable fracture familiale. Les enfants grandiraient désormais sans l'illusion d'une mère revenue d'un improbable voyage. Les habitants de Port Nelson, quant à eux, se remirent progressivement de l'écho médiatique de l'affaire. Certains continuaient de commenter la situation, la traitant de cas d'école sur la manière dont une personne peut mener une double vie sous le nez de tout le monde. La tante, éprouvée, tenta de recréer un semblant de vie normale, acceptant que les enfants demeurent au foyer spécialisé où ils bénéficiaient d'un encadrement scolaire et psychologique. De temps en temps, la communauté organisait des collectes de fonds pour améliorer leur quotidien ou leur offrir un peu de chaleur humaine dans l'épreuve. Au fil du temps, l'affaire, autrefois sur toutes les lèvres, finit par se fondre dans les archives locales, ne revenant à la surface que lorsqu'un journaliste de passage ou un habitant curieux en reparlait comme d'un mystère non résolu. Aujourd'hui encore, nul ne sait où se trouvent Vanessa Lewis et Dwayne Reeves. Certains soutiennent qu'ils ont péri dans les vastes étendues glacées en tentant de survivre à l'hiver. D'autres croient qu'ils ont réussi à traverser la frontière et à gagner une vie nouvelle sous de fausses identités, peut-être quelque part dans un pays chaud où la police canadienne n'a pas encore pu les rattraper. Les enfants, quant à eux, n'ont plus la moindre nouvelle de leur mère depuis le jour de son départ. Tout ce qui demeure est un vide douloureux, un sentiment de trahison et de multiples interrogations sur les raisons qui ont pu pousser une mère, aimée de ses proches, à renoncer ainsi à ses responsabilités pour poursuivre un rêve éphémère ou un plan hasardeux, sans considération pour ceux qu'elle laissait derrière elle. Pour ma part, je ne peux m'empêcher d'éprouver une profonde tristesse face à cette histoire. L'abandon, la traque, l'incompréhension générale, tout se mêle pour créer une tragédie moderne où personne ne sort véritablement indemne. En tant que femme, je songe à ce que peut ressentir une mère lorsqu'elle décide de tout quitter
et je ne peux qu'imaginer l'état de détresse ou de désespoir qui l'amène à de telles extrémités. J'espère sincèrement que la justice trouvera un jour des réponses et que ces enfants pourront grandir avec la clarté d'esprit nécessaire pour surmonter cet épisode douloureux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez plonger dans d'autres récits tout aussi fascinants et parfois tragiques, j'ai préparé quelques suggestions qui pourraient vous intéresser. Je vous invite à découvrir ces autres histoires qui éclairent la complexité des comportements humains, toujours avec la même volonté de comprendre le fond d'une affaire. J'espère que ces récits nourriront votre curiosité et, surtout, qu'ils montreront à quel point la soif de vérité demeure un moteur inépuisable. Encore merci et à très bientôt.